Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le quorum étant atteint, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Je vais vous donner lecture des pouvoirs. Monsieur Lucien Vigo donne pouvoir à Françoise Berg, elle est là. Alors Lucien devrait nous rejoindre, je crois, en cours de réunion. Christine Zatarin donne pouvoir à Lydie Bagiot. Liliane Cognard me donne pouvoir. Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Sylvie Lucchesi-Pali. Jean-Jacques Gottigny à Pascal Franjamort. Jean-Jacques Gottigny devrait aussi peut-être nous rejoindre en cours de route. Voilà, j'ai oublié aucun pouvoir. Non? Très bien. Qui assume le secrétariat de séance? Pascal Franjamort, pas d'opposition. C'est très bien, je vous remercie. Le compte-rendu du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Oui. Allez-y. Alors moi j'ai une remarque en ce qui concerne les déclarations d'intention d'aliéner. Oui. Parce qu'en fait, vous parlez du numéro 7 de la rue Sorestache, et en fait c'est le numéro 8, parce que le 7 j'y habite. Oui. Donc il faut rectifier. D'accord. On rectifiera en conséquence. Merci de cette remarque. Pas de souci. Bien. Alors, je vous propose donc de démarrer sans plus tarder l'ordre du jour. Une information, mais que tout le monde connaît, mais je voulais aussi la donner, ce qui me paraît logique, au conseil municipal. Vous savez que les 4 conseils municipaux qui sont réunis récemment dans une réunion de travail, il leur a été proposé par les 4 maires de suspendre le processus engagé au niveau de la création de la commune nouvelle. Vous en savez les raisons, je les rappelle très rapidement. Nous avons fourni un gros travail d'ailleurs. Moi je remercie et félicite tous les élus qui se sont impliqués. 8 groupes de travail qui sont réunis, on l'a dit, en moyenne 3 fois, certains plus, d'autres un peu moins. Mais ça fait donc beaucoup de réunions de travail sur des thématiques tout à fait essentielles dans la gestion communale, qui ont d'ailleurs, je veux le souligner, évoqué et envisagé des espaces d'évolution, que la commune nouvelle voit le jour ou pas, et des capacités d'organisation, de coordination qui sont tout à fait intéressantes et qui mériteront évidemment, quoi qu'il advienne, d'être explorées plus avant. Donc, ce travail est tout sauf perdu, bien au contraire. Nous avons défriché un large terrain. Suspension pour les raisons qui tiennent au fait que l'État, en réalité, n'est pas prêt. Puisque tout simplement, pour l'instant, les dispositifs prévus le sont plutôt pour des villes très petites, et non pas pour des villes de notre taille, puisque vous savez que le franchissement du seuil de 10 000 habitants nous conduit à passer d'une dotation d'État à une autre, de la dotation de solidarité rurale à la dotation de solidarité urbaine. Lorsque on fait le différentiel entre l'une et l'autre et les dotations, même bonifiées, qui nous auraient été octroyées, nous perdions, la ville nouvelle aurait perdu quelques 800 000 euros par an, 400 000 à partir de la 3e année et 400 000 à partir de la 4e. Non, à partir de la 5e. J'étais en train de réfléchir. Non, c'est 400 000 à partir de la 4e et 800 000 à partir de la 5e. Ce qui en soi, évidemment, est choquant, puisque lorsqu'on est dans cette démarche-là, et même si cette démarche peut générer des économies qui peuvent être tout à fait significatives, elles sont générées pour alimenter, évidemment, un projet et pour porter financièrement une dynamique. Là, en l'occurrence, ça n'aurait servi qu'à pallier partiellement ou totalement le déficit de dotation provoqué par ce blanc au plan législatif au niveau de l'État. Et par ailleurs, au niveau de la DETR, je rappelle que chaque ville actuellement bénéficie d'un plafond d'intervention de 250 000 euros, ça veut dire 1 million d'euros sur le territoire. Demain, avec une seule ville, eh bien, elle accédait à 250 000, ça veut dire
potentiellement une perte en ligne de 750. Donc, ces éléments viennent interroger évidemment le législateur. Nous avons rencontré les 2 députés des 2 circonscriptions, nous avons rencontré le sénateur, nous avons rencontré les services de l'État. Avec tout ce beau monde, nous avons travaillé. Et tout le monde reconnaît effectivement qu'il y a décalage, pour le moins, dichotomie entre la volonté affichée de l'État, qui nous confirme son intérêt, son soutien, et la réalité du cadre dans lequel nous évoluons. Et donc, tant qu'il n'y a pas cohérence entre le discours de soutien et les conditions dans lesquelles on peut envisager une évolution, il n'est pas question, évidemment, en tout cas c'était une proposition faite par les 4 maires aux 4 conseils municipaux réunis, d'exposer nos populations au moindre risque financier. Ce qui nous a amené à suspendre. Nous sommes, et j'attends de la part du sénateur, qui est en train de voir cela, un rendez-vous pour les maires, les 4 maires concernés, évidemment accompagnés par le sénateur, un rendez-vous avec le président du comité des finances locales, M. André Laignel, et évidemment j'attends aussi que le gouvernement réponde aux questions posées par les parlementaires, puisque des questions ont été posées au gouvernement, ainsi aussi que le résultat du travail du député de la circonscription avec les services de Bercy, en espérant qu'évidemment tout cela débouche. D'autres villes, à peu près de même taille que les nôtres, avaient engagé, je crois que c'était dans la Loire, le même processus. Et cet autre projet a connu le même aboutissement que nous, puisque les élus de ce secteur en sont venus à la même conclusion. Donc là aussi, je ne sais pas si ça a été suspendu ou annulé, mais ils ont pris une décision, évidemment, qui va dans le même sens que la nôtre. Voilà où on en est pour l'instant. Encore une fois, nous continuons à travailler, mais il nous faut éclaircissement, et pas seulement éclaircissement, hein. Il faut évidemment modification du cadre législatif et réglementaire. Parce que sinon, effectivement, un éclaircissement ou simplement un encouragement ne peut pas être satisfaisant. Voilà, en quelques mots, vous aviez déjà ces éléments, hein, parce que ce soit à cette réunion de travail ou depuis, nous les avions fait connaître. Mais il était normal qu'à la première réunion officielle de notre Conseil, j'y revienne en quelques mots. Voilà, je vous propose de poursuivre les finances, décision modificative numéro 1 du budget principal. C'est Lionel. Avant de laisser la parole pour la lecture des chiffres à Anne-Hélène, juste quelques précisions. Il s'agit en fait d'acter les options que nous avions prises sur le non-besoin de fonctionnement, de dotation de fonctionnement au CCAS cette année, puisque le CCAS, ayant vendu les résidences, a suffisamment pour fonctionner, ce qui nous permet à nous de garder en fonctionnement l'enveloppe qui était prédéfinie dans le budget primitif, et ainsi pouvoir augmenter notre capacité d'investissement sur la commune. Alors, la directrice générale. Donc, en dépenses de fonctionnement, alors je ne vais évoquer avec vous que les lignes en grisé, puisqu'il s'agit des chapitres et que c'est à ce niveau de vote que vous êtes sollicités. Si vous avez des questions sur l'intérieur, sur le détail plus précis, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, en dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général, ça c'est au verso, 23 689 € en plus. Chapitre 012, charges de personnel, moins 3 100 €. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, moins 443 194 €. C'est là que vous voyez cette subvention au CCAS dont parlait Lionel, moins 428 840. Nous avons moins 3 000 en charges exceptionnelles, moins 2 913 en dotation aux amortissements, et le virement à la section d'investissement qui a été donc gonflé au-delà des 428 840, puisqu'il est porté à 497 906 €, soit un total
de 69 388 € en plus pour ces dépenses de fonctionnement. Je passe aux recettes de fonctionnement, donc je reviens au recto. Nous avons au chapitre 70 produits des services du domaine et ventes diverses plus 8 700 €. Nous avons au chapitre 73 impôts et taxes plus 51 000 € avec un FPIC donc qui nous vient de la communauté de communes qui est augmenté de 69 000 € qui est à signaler. Au chapitre 74 dotation et participation moins 14 681 €. Plus 5 683 en autres produits de gestion courante, plus 4 986 pour les produits exceptionnels, pour 13 700 € en plus pour les opérations d'ordre entre sections, ce qui nous donne un total identique de 69 388 € pour les recettes de fonctionnement. En section d'investissement, je vais donner un peu plus de détails. Nous avons une subvention pour la copropriété du Val de Ravenne pour l'amélioration des cages de ces copropriétés, plus 7 000 €, plus 50 300 € pour la réfection du monument aux morts, auquel s'ajoutent 9 700 pour les travaux en régie. Vous avez vu que le monument aux morts est en travaux, qu'il sera inauguré à l'occasion du 11 novembre. 167 000 € pour des huisseries et l'installation d'une chaudière au groupe scolaire mairie. 65 035 et 45 370 € pour des huisseries aux écoles. On termine la réfection, le remplacement de toutes les huisseries dans les écoles et à la salle Curel, puisque nous avons obtenu un très fort taux de subvention, que j'évoquerai tout à l'heure. Création d'un préau à l'école des Capucines, 51 060 €. Il est également question de motoriser les portails au cimetière pour 17 931 €, d'installer des journaux électroniques pour 9 236 € et de mener des actions en faveur de la nature en ville pour 186 000 €, soit un total des dépenses d'investissement de 595 541 €. C'est un chiffre énorme pour une décision modificative. Mais comme l'expliquait Lionel tout à l'heure, nous avons, non, il ne l'a d'ailleurs pas dit, nous avons obtenu un très fort taux de subvention. Alors, tout d'abord, le virement de la section de fonctionnement, 497 906 €, qui constitue donc une recette énorme d'investissement. Et puis, vous avez toute une liste que je ne vais pas énumérer de subventions de toutes sortes, de l'État, du département, des certificats d'économie d'énergie, 77% pour les travaux d'économie d'énergie. Et puis, nous avons quelques lignes concernant des emprunts. Il s'agit simplement d'attendre les notifications de subvention. En attendant, on est prudent, on le met en emprunt pour ces opérations, les opérations qui sont concernées. Le montant de l'emprunt globalisé qui était prévu au moment du budget primitif à hauteur de 552 000 et quelques euros est réduit de 319 247 €. Ce qui nous donne 232 818 €. Donc, grâce à toutes ces subventions. Le total de ces recettes d'investissement est de 595 541 €. Merci Anne-Hélène. Quelques mots de ma part. Tout d'abord, c'est une décision modificative exceptionnelle par sa dimension et par sa portée. Sa dimension, vous l'avez compris, mais elle était évoquée dès le budget primitif, souvenez-vous. Je vous avais dit que nous mettions en attente un certain nombre de projets, de chantiers, dans la perspective, évidemment, de réponses concernant, évidemment, le retour en termes de fonctionnement des ventes des résidences. Donc il fallait, évidemment, explorer plus avant cette question, ce qui a été fait par la direction générale, je l'en remercie. Et puis, évidemment, nous étions en recherche de financement. Anne-Hélène a raison de le souligner, hein, un niveau que nous pensions difficile à atteindre dans cette période. Et ici, nous l'avons atteint. Il faut dire les choses comme cela. Sur un certain nombre de projets, nous sommes à 80%, excusez du peu. On le doit évidemment au TEPCV, au plan donc, concernant les dispositifs environnementaux.
Et ça concerne toutes les écoles de la ville et certains bâtiments publics, je pense à la Salle-Querelle en particulier. Nous allons terminer cette année le changement de toutes les huisseries et d'un certain nombre de portes. Évidemment, ce sont les ouvrants qui sont concernés essentiellement, avec deux chaudières qui vont être changées cette année. C'est considérable, hein, une avancée extrêmement forte. Nous avions programmé ça sur plusieurs années. Là, on a formidablement accéléré. Les écoles ont constitué l'un des axes centraux de nos choix. Lorsqu'on rappelle la création d'un préau à l'école des Capucines, c'est tout de même pas insignifiant. Et avant tout cela, il y a déjà eu des travaux importants dans nos différentes écoles. Évidemment, nous avons à l'esprit d'autres chantiers. Hein. On a évoqué j'utilise ce mot, c'est plus clair, l'aménagement de l'ancien stade Sainte-Anne, là qu'on a qualifié de travaux, centre, multi-activités, c'est ça? Non, c'est Nature en ville. C'est Nature en ville, oui. Ah voilà, c'est ça, action en faveur de la nature en ville. C'est le stade Sainte-Anne. Là non plus, c'est pas rien. On va créer, vous le savez bien, hein, ça fait longtemps que j'en parle, un espace de loisirs, de convivialité, de rencontres sur l'ancien stade pour en faire un espace de rencontre, de promenade, qui devrait, dès le printemps prochain, être fortement apprécié par les Joviciennes et Joviciens, leurs familles, mais aussi tous les promeneurs au bord de l'Orne, qui sont extrêmement nombreux. Alors, je ne vais pas refaire le point sur l'ensemble des travaux, vous les avez entendus, les travaux qui ont démarré, rénover totalement notre monument, ce n'est pas rien. Les travaux ont démarré aujourd'hui, c'était prévu. Ils seront terminés évidemment avant le 11 novembre et inaugurés à l'occasion d'une très forte manifestation à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. Je souhaite que le plus grand nombre d'élus soient présents, les sportifs, les écoles, le monde des anciens combattants, enfin, la ville sera sollicitée pour être mobilisée pour l'inauguration de ce monument rénové, mais surtout, cela marquera évidemment le 100e anniversaire du 11 novembre 18. Donc, je compte sur votre présence massive ce jour-là. Je ne rentre pas dans le détail de tous les travaux. C'est un moment tout de même important pour notre ville et dans un cadre, vous l'avez vu aussi, financier, qui correspond, j'allais dire, de très près, voire même qui est plus favorable encore que ce que nous avions posé au moment du budget primitif, dans les hypothèses que nous avions évoquées à l'époque. Et donc je me réjouis ce soir très fortement de la capacité qui a été la nôtre de trouver, et je remercie à nouveau les services, les solutions techniques en lien avec les services de l'État concernant le CCAS, et en même temps cette recherche permanente de notre part des subventions qui nous autorise évidemment ces belles opérations. Voilà, en quelques mots. Je soumets cette décision modificative au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Budget annexe du pôle santé, DM numéro 1. Donc là, il s'agit de solder les crédits ouverts après la fin des travaux. Une fois que tout est payé, donc on fait le point financièrement. Alors, en dépenses de fonctionnement, nous avons le virement de la section d'investissement qui diminue de 12 966 €, plus quelques modifications de crédit. Ça nous donne moins 17 754 € en dépenses de fonctionnement. En recettes de fonctionnement, nous avons la subvention de fonctionnement de la commune, donc ce qui part du budget de la commune et qui va sur ce budget-là, qui est réduit de 14 354 €, et ce qui nous donne là également un total de moins 17 754 €. En section d'investissement, nous avons la fin des travaux, moins 12 626 €, qui ajouté à une autre petite réduction de crédit nous donne moins 12 966 €. Et en recette, le virement à la section de fonctionnement
de la section de fonctionnement, avec moins 12 966 € qui est le total de cette section. Merci Anne-Hélène. Bon, les choses sont claires. On est sur des coûts marginaux, mais en amélioration là aussi. Pas d'abstention, pas d'opposition. On continue. Merci. Prise en charge de dépenses. Gérard. Donc, prise en charge de dépenses pour les différentes associations de la ville lors des manifestations organisées tout au long de l'année sur notre commune. Donc, JHB, 65 € pour une manifestation, 94 € pour une autre. Soleil couchant, 5 € pour l'une et 9 € pour l'autre. Les Chrysalides, 8 €. Crescendo, 156 €. Le J, 2556 € et Jeuf puissance 4, 377,43 €. Des remarques, des abstentions, des oppositions? Merci. On continue. Remboursement des frais de gestion du budget de la maison médicale vers celui de la ville. Donc c'était inscrit lors du budget primitif. Il s'agit là de passer à l'acte. Donc 5 835 € pour qui passe du budget de la maison médicale vers le budget de la ville. Bien, là aussi, pas de remarques. Unanimité. Je vous remercie. Indemnité de sinistre, proposé donc de prendre en charge la réparation d'une vitre sur un véhicule à hauteur de 110 €. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de commentaires. Ok, on continue. Personnel. Donc il vous est demandé d'autoriser le recrutement d'un chargé de gestion administrative au service des ressources humaines, non seulement sur le cadre d'emploi des rédacteurs, mais également sur celui des adjoints administratifs. Pas de remarques? Unanimité. Je vous remercie. J'ai décidé de retirer les points 4.1 et 4.2 de l'ordre du jour, parce que je considère que sur ces questions-là, qui sont des questions importantes, je souhaite que la commission soit convoquée et que soient invités tous les élus qui le souhaiteraient. À l'occasion de cette commission serait présenté l'ensemble de l'étude Centrebourg qui vient de nous être remise. Donc je pense qu'il faut pousser un peu plus loin le niveau d'information qui doit s'adresser aux élus. Nous y reviendrons donc à l'occasion d'un prochain conseil municipal. Le point 4.3, signature de la convention entre Enedis et nous. Oui, donc Enedis doit effectuer des travaux de renouvellement électrique haute tension entre le poste de transformation Arly-Ouest et le support béton situé rue du 6 septembre à la commune de Montois. Et donc il s'agit d'autoriser le passage, le droit de servitude à cette société pour pouvoir faire ces travaux-là. Et donc d'autoriser le maire à signer une convention. Je vois mal que nous n'acceptions pas, évidemment, pour rendre possible ces travaux. Unanimité, je vous remercie. Marché public, point 5.1, Lionel. Donc il s'agit d'un avenant à la convention qui nous lie sur la gestion du cinéma casino avec la MJC. Donc il s'agit d'augmenter la prime au régisseur de 4 500 €. Ça fait plusieurs années que le cinéma, nous avons rencontré en paritaire les membres de la MJC sur un autre sujet, mais ce sujet-là a aussi été évoqué. Ça fait plusieurs années qu'ils ont du mal à équilibrer ce budget cinéma. Donc il est proposé d'augmenter la prime au régisseur de 4 500 €, en sachant que nous n'avons pas besoin de faire un transfert d'un budget à un autre, nous avons assez de ressources sur le budget propre du cinéma pour cette opération. Bien, merci. Oui, pas participation au vote, d'accord, de M. Savard. Sinon, unanimité. Très bien. Sur la société publique locale, gestion locale du centre de gestion. Le centre de gestion a de nombreuses compétences obligatoires, notamment la gestion des carrières, des retraites, enfin toute une mission d'assistance aux collectivités territoriales. Mais celui de Meurthe-et-Moselle
avait choisi également de proposer d'autres types de services aux communes, tels que l'archivage, la prévention des risques professionnels, l'hygiène et la sécurité, la médecine préventive, l'assurance des risques statutaires, etc. Et donc, comment dirais-je, ces compétences-là sont des compétences facultatives. Ils ont décidé de créer une société publique locale, comme par exemple l'ANTHD avait créé une société publique locale. Et donc, ils ont demandé à toutes les communes qui les sollicitaient dans le cadre de ces compétences facultatives d'acheter des actions, mais de même montant, dont le total est exactement le même montant que celui des cotisations facultatives qu'on leur versait. Donc, il s'agit d'autoriser, d'approuver le projet de statut qui vous a été transmis en même temps que la convocation, d'approuver la composition définitive du capital, de vous prononcer favorablement sur l'adhésion de la commune, d'approuver la souscription au capital donc, à hauteur de 3 100 € qui correspondent à 31 actions de 100 € chacune. C'est le montant de ce que l'on payait, de ce que l'on paye par an. De désigner 2 représentants. Donc, nous avons sollicité en amont Gérard Lins pour être titulaire et Édouard Kozlowski pour être suppléant. Ils ont été d'accord pour représenter la commune. D'autoriser ces représentants à approuver la version définitive des statuts lors de l'Assemblée générale. D'approuver que la ville de Jœuvres soit représentée au sein du conseil d'administration de cette société. D'approuver pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement. D'autoriser le maire à recourir dans l'intérêt de la collectivité au service de cette société. Et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Il vous est précisé dans le chapitre impact financier que dans la décision modificative que nous venons de voir, il y a effectivement moins 3 100 € en dépenses de fonctionnement et plus 3 100 € en dépenses d'investissement, l'opération étant neutre non pas par section mais budgétairement. Vous avez compris qu'il s'agit pour nous de répondre à une adaptation du centre de gestion et la gestion qui est la sienne, de questions qui peuvent nous intéresser évidemment au cours de l'année. Il y a des remarques? On n'a pas? Unanimité? C'est enregistré comme tel. Merci. La rue du commerce, l'avenant numéro 1 porte tout simplement sur des surcoûts d'un montant de 5 034,40 €, puisque tout simplement, au fur et à mesure des travaux, ont été mises à jour quelques difficultés auxquelles on ne pouvait pas s'attendre, évidemment, au démarrage des dits travaux. Donc voilà, c'est un petit ajustement qui nécessite la signature d'un avenant. Unanimité aussi, je vous remercie. Affaires scolaires, Françoise. Alors, il s'agit d'accepter l'augmentation de 2% annuelle, donc du montant de la contribution scolaire des communes de résidence pour les enfants scolarisés à l'extérieur de la commune. Voilà, cette revalorisation a lieu tous les ans et de 2%. Tel que décidé, préconisé par l'intercantonal des maires. Nous avions décidé il y a quelques années de cette revalorisation forfaitisée à 2%, ce qui nous place très loin du coût réel estimé de la scolarité d'un enfant sur l'année. On est plutôt autour des 700 € on est là autour de 200. 189,42 €. Oui, c'est ça. Donc même à un rythme de 2% an, on reste très éloigné de la réalité, mais c'est l'accord qui régit nos relations avec toutes les villes du secteur. Bien, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas de remarques. Bien, vous avez aussi en information donc toutes les décisions prises dans le cadre de mes délégations et les déclarations d'intention d'aliéner. Vous avez évidemment eu tout le loisir d'en prendre connaissance. Je peux poser une question à Madame Wolf. Madame Wolf, c'est dans cet ordre du jour-là que vous vouliez qu'on fasse la modification, pas dans le compte-rendu du précédent. D'accord, là-dedans. D'accord. Tout à l'heure, j'évoquais le compte-rendu. Donc, c'est dans celui-là. Très bien, merci. Je ne sais pas. Comment ? Elle dit qu'elle passe devant le notaire le 11 octobre.
Oui, c'est juste une copie Ah, mais sur ça, le c'est document, rien. c'est tout. Ah hein. oui, oui, oui. C'est qu'une Ah oui. information en plus qui vous est donnée, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de... hein. Ah non, Oui. non, non, il n'y a pas d'impact, vous inquiétez pas. OK, d'accord. Donc nous allons passer aux questions d'actualité. D'abord, peut-être, oui, je vais vous donner quelques informations. D'abord, pour me réjouir sincèrement des conditions dans lesquelles cette fameuse manifestation s'est déroulée ce week-end, Scream and Run, vous savez, sur la butte de Ravenne. Il y avait aux alentours de 800 inscrits. Ça s'est préparé très, très rapidement, parce que tout simplement, ils ont été en recherche, les organisateurs ont été en recherche d'un site pouvant les accueillir, après que les choses n'aient pas pu se réaliser sur Amnéville. Nous avons eu à travailler avec les services de la sous-préfecture, que je remercie, et je félicite aussi nos services, qu'ils soient administratifs ou techniques, de leur grande réactivité et grand professionnalisme. Nous avons pu, ensemble avec les services de l'État, trouver, et évidemment les organisateurs qui ont dû réagir vite, trouver toutes les réponses aux questions légitimes qui se posaient pour assurer évidemment le cadre sécurisant dans lequel ça devait se tenir. Je dois vous dire que de l'avis même de nos services de police municipale, il y a une belle satisfaction, parce que incontestablement les choses étaient parfaitement bien organisées, de manière très professionnelle. L'ambiance, j'ai été moi-même sur le site en début de soirée, l'état d'esprit général, la façon dont les choses ont été conçues et posées, tout vraiment a été tout simplement remarquable. Il n'y a pas eu le moindre incident. Sur cette grosse manifestation, quelqu'un aurait pu se tendre un pied. Il n'y a pas eu le moindre incident. Donc, vraiment, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont su se mobiliser dans des délais très brefs pour rendre cela possible. Je vous rappelle que, évidemment, le repas des anciens a lieu dimanche prochain, qu'il est souhaitable que les élus qui souhaitent s'y associer informent Christine de leur présence au plus tard, ou de leur absence, pour mercredi, à 10h au plus tard, me dit-on. Donc mercredi qui vient, à 10h, réagissez quant à votre participation ou non à ce moment important pour nous et pour nos anciens. Enfin, dernière information, j'en ai déjà parlé à notre conseil municipal. Samedi prochain aura lieu l'inauguration d'un monument qui vient compléter harmonieusement le monument existant, voire qui vient le compléter historiquement, à la Malpierre. Vous savez ce qu'est la Malpierre, l'endroit où, dans une clairière, où les nazis, que les nazis utilisaient pour éliminer les résistants de Meurthe-et-Moselle et des départements proches. Il est évident que c'est un moment qui compte, parce que samedi, nous allons restaurer la vérité sur ce qui s'est passé à la Malpierre, puisque vont être inscrits 63 noms sur les monuments de la Malpierre, des noms que les nazis voulaient faire oublier, et des noms qui n'avaient pas trouvé leur place sur les monuments qui avaient été érigé en 61. 57 ans après l'érection de ce monument, enfin, le nom des martyrs va être inscrit sur ce monument. Ils étaient, encore une fois, essentiellement de Meurthe-et-Moselle, quelques-uns de Meuse. Ils étaient souvent étrangers, qu'ils soient italiens ou polonais, et ils étaient majoritairement communistes. Est-ce que ce sont ces raisons qui ont fait que jusqu'à présent, ils aient été tenus comme cela, évidemment dans une discrète volonté de ne pas mettre en exergue ces noms-là? Je pense que oui, ce sont ces raisons-là qui ont fait que depuis des dizaines d'années, certains se sont couverts de honte à avoir cette attitude.
Cette honte s'achève ce samedi. Un bus sera organisé. Il part à 9h30 samedi matin de la place d'Hôtel de Ville. Là aussi, je pense que les élus que nous sommes doivent évidemment prendre la mesure de ce moment-là et assurer par leur présence, évidemment, la volonté forte qui a toujours animé cette municipalité de voir, évidemment, l'histoire reprendre tout son sens. Donc voilà pour samedi. La manifestation sur place aura lieu à partir de 11h. Mais le bus, donc, part à 9h30. Voilà, j'en ai fini pour les informations. Nous allons passer maintenant aux questions d'actualité. M. Thiébaut m'a adressé 4 questions d'actualité. L'une de ces questions ne concerne pas notre conseil municipal, mais concerne le CCAS exclusivement, et donc elle ne sera pas posée au conseil municipal. Et d'ailleurs, elle ne concerne même pas en termes de compétences le conseil d'administration, mais bien exclusivement son président. Donc, elle ne sera pas évoquée. Par contre, les 3 autres, Monsieur Thiébaut, donc, commune nouvelle. Commune nouvelle en premier, si vous voulez, Monsieur le maire. Alors, coût pour les Joviciens de l'échec de la commune nouvelle. Vous aurez souhaité mettre en place une commune nouvelle. Cependant, l'échec de cette procédure entraînait des coûts importants pour la ville, coût des intervenants, documents de présentation et autres. Or, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet argent, on parle de 100 000 €, a pu être dépensé en pure perte. Tout d'abord, il suffisait de s'adresser préventivement à des professionnels qui ont réussi leur ville nouvelle, Val-de-Briey, en particulier son remarquable directeur, M. Restelli, a dit. Celui-ci vous aurait expliqué en quelques minutes pourquoi votre projet était réaliste. Comme je l'ai signalé lors du vote du budget, Joffre est une ville qui brille grâce aux subventions de l'État. Il suffisait donc, comme les autres villes sont dans une situation similaire, de comparer les situations avant et après. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ne pas respecter cette procédure qui demande une connaissance basique de la gestion? Bien, Monsieur Thiébaut, c'est assez... C'est clair comme question. Oui, mais je dois avouer que c'est assez hallucinant d'entendre ces questions, parce que sur un texte assez court, il y a un enfilement d'éléments étonnants, perclus d'erreurs. Mais bon, encore que est-ce qu'il faudrait réellement s'en étonner? Parce qu'en fait, vous faites preuve là encore, et là à nouveau, d'approximation et d'une méconnaissance qui vous accable. Alors, l'échec de la procédure, tout d'abord, c'est assez étonnant de dire cela. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos la qualité du travail fait, les encouragements que tous nos partenaires, que ce soit d'ailleurs les associations, nous avions fait une réunion à la salle Curel où il y avait beaucoup d'associations de la vallée qui toutes étaient très intéressées, et certaines d'entre elles enthousiastes à cette idée. D'ailleurs, je note que ce processus, ce n'est pas ça qui les a engagés à le faire, mais néanmoins, des associations elles-mêmes sont d'ores et déjà impliquées dans des démarches et une vision de leur avenir qui a à voir avec l'intérêt collectif de la vallée. Et puis des rencontres multiples et à différents moments, dans différents endroits, avec les Joviciennes et les Joviciens. Et je sais que mes collègues maires ont eu eux aussi multitude d'occasions de rencontrer des habitants de la vallée. Il y avait là effectivement une réponse à ce qui était soit diffus, soit clairement exprimé sur le fait que ça ouvre des perspectives totalement différentes, nouvelles et très, très enthousiasmantes. Donc, l'échec, non. Je ris parce que la procédure elle-même, d'ailleurs, au plan administratif, n'a pas été engagée. Donc elle ne peut pas être mise en échec. Mais enfin bon, là aussi c'est une approximation de votre part. Non, au contraire. Et c'est heureux que nous ayons posé cette éventualité, parce qu'encore une fois, ça a engagé une réflexion passionnante, et le travail n'est pas achevé. Pas achevé, au contraire. Les questions qui se posent ici se posent partout en France. Nous sommes des défricheurs, comme nous le sommes souvent d'ailleurs.
Merci de me permettre de le rappeler. Mais oui, nous avons un temps, sans doute un temps d'avance. Alors après, vous me parlez de nos voisins. Mais enfin, M. Thiébaut, là aussi, approximation, erreur, enfin bon. Là aussi, je souris parce que la ville nouvelle du Val-de-Briey n'atteint pas les 10 000 habitants, n'a été d'aucune manière concernée par les questions que nous évoquons ici. Et donc, évidemment, c'est difficile de comparer les deux, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vous assure que, et je remercie notre excellente directrice générale des services, dont je loue le professionnalisme, la lucidité, la clairvoyance, parce qu'effectivement, assez rapidement, elle m'a alerté sur cette question, mais nous avions à explorer plus avant, puisque nous n'avons pas l'ensemble des éléments, parce que l'évaluation des dotations relève de critères assez complexes et assez nombreux, et donc il nous fallait pousser la question jusqu'à son terme, parce qu'ensuite, lorsqu'il s'agit de travailler avec les parlementaires, aller travailler avec les services de l'État, voir avec, comme je l'ai dit, le président du comité des finances locales, il ne faut pas faire là, à ce moment-là, d'approximation. Et donc, nous nous sommes fait accompagner effectivement par un bureau d'études spécialisé. Et donc, je remercie vivement Anne-Hélène d'avoir eu cette capacité et d'être cette formidable cadre qui nous a permis évidemment de poser les choses en temps et en heure. Ce qui nous a d'ailleurs conduit, alors je lis, 100 000 euros, vous apprenez, on a dépensé 100 000 euros pour le projet de Ville Nouvelle. C'est pas de l'approximation, ça, c'est une énorme, c'est pas une erreur, c'est une énormité, c'est une énormité qui n'a aucun fondement. Alors c'est assez extraordinaire, on se complaît toujours. Là, c'est plus de l'approximation. On dit tout et n'importe quoi avec l'espoir qu'il en reste quelque chose. Voilà, c'est aucun fondement. Parce qu'en réalité, le coût de la mobilisation du bureau d'études, qui a été réparti entre nos 4 villes, pour la ville de Geoff, c'est 6 090 euros. 6 090 euros. Bon. Ah oui, puis on n'a pas compté, non, il y a une chose qu'on n'a pas compté, c'est les casse-croûtes, quand les conseils municipaux sont réunis. Mais on n'a pas dépensé 100 000 euros de casse-croûtes, rassurez-moi. On serait tellement... Enfin bon, c'est complètement aberrant. On n'a même pas pris 1 kilo. Et donc... quelques centaines d'euros. N'a pas eu le droit d'aller avec Val-de-Briey, parce que Val-de-Briey, qui sont des pros, contrairement à vous, Val-de-Briey a refusé de dépasser les 10 000 habitants, a refusé Avril. Donc ne dites pas n'importe quoi. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Donc à nouveau, vous n'êtes pas le monsieur 100 000 volts, comme l'a été un grand chanteur de notre pays. Vous êtes monsieur 100 000 euros, vous, vraiment. Vous êtes mal inspiré. Ensuite, autre question. Le Club Canin. Alors, Monsieur Thiébaut, encore une fois, vous risquez à nouveau sur un sujet que vous ne maîtrisez absolument pas. Les déboires que connaît malheureusement le Club Canin sont complexes, comme à chaque fois, c'est pas tout blanc ni tout noir. Une enquête judiciaire est en cours, diligentée par les 2 parties d'ailleurs, ainsi qu'un travail d'éclaircissement au niveau de la sous-préfecture. J'ai moi-même constaté, envoyé un courrier aux personnes concernées pour leur dire
qu'il y avait non-respect des statuts du club canin, qu'il y avait des décisions qui étaient atteintes d'obsolescence. Et j'ai indiqué moi-même que les seuls qui étaient en mesure de clarifier la situation, c'étaient les adhérents eux-mêmes, et qu'il était urgent de convoquer, et je parle là d'un courrier du début des vacances, de convoquer une assemblée générale, qui seule me semblait être de nature à apaiser les choses et à dégager les pistes et les solutions. J'ai constaté, bien entendu, que tout cela n'avait pas été fait, que tout cela générait des désordres, et il est hors de question que la ville mette à disposition un terrain ou d'autres moyens pour voir se développer j'allais prendre un terme d'un grand homme, mais qui qualifiait plutôt quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça, donc je ne le ferai pas. Ceux qui connaissent un peu l'histoire doivent savoir à quoi je fais référence, mais en tout cas, je ne voulais pas donner quitus, évidemment, à une situation délétère qui ne trouvait pas en elle-même les conditions de sa propre solution. Et donc, à un moment, effectivement, j'ai décidé de siffler la fin de la récréation, parce que la ville n'a pas l'habitude de mettre ses moyens à disposition pour assister à ça. J'espère d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu ces derniers temps disparition d'éléments propriété de la ville. Parce que si tel devait être le cas, ben ça porte un nom. Et si c'était vérifié et confirmé, eh bien, il y aurait évidemment, de la part de la ville, réaction immédiate et engagement des procédures nécessaires. Donc, oui, je suis tout à fait heureux d'avoir pris cette décision, parce qu'à un moment, le bordel, c'est pas ici qu'il doit avoir lieu, et donc il fallait y mettre un terme. En outre, votre comparaison entre cette décision et la procédure engagée par vos amis ayengeois à l'encontre du Secours populaire est parfaitement abjecte. Abjecte. À tous égards. À tous égards. Parce qu'évidemment, je comprends que vous montriez du doigt les gens en difficulté, les gens déshérités et une association caritative qui se bat. Ça, j'imagine que ça vous dérange plus que le reste. Mais de votre part, nous sommes malheureusement et tristement habitués. Dernière question, concernant deux entreprises. Alors, non, concernant des sociétés contrats confiés par la mairie de Geoff et des sociétés en redressement judiciaire. Permettez-moi, monsieur le maire, de m'inquiéter sur la pérennité d'entreprises choisies par la ville de Geoff pour ces travaux. Tout d'abord, la société PR-Décor, qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 31 juillet 2018, est suivie par Maître Nardi de Thionville. Permettez-moi, monsieur le maire, de vous rappeler le lourd passif des dirigeants de PR-Décor, sauf la famille Martin. Liquidation judiciaire sous le nom de PRS, changement de nom de dirigeant et cependant une constante d'adresse, concours que vous connaissez bien, parce que c'est la web. Et le blé social. En 31 juillet 18, le jour de liquidation, le logement de réflexion des dépositoires de Geoff est attribué à la société PR-Décor pour un montant de 15 427 € hors taxe. La société PR-Décor fait l'objet de mise en redressement judiciaire. Ensuite, la société rénovation judiciaire, elle aussi fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 16 2016. Cette société vient de bénéficier d'un marché de mise en accessibilité des bâtiments communaux de 36 698,5 € pour taxe aussi. Quelle procédure comptez-vous mettre en œuvre, monsieur le maire, pour éviter à la ville de Geoff non seulement des risques d'abandon de travaux, mais aussi des risques de malfaçon qui, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ne pourraient être réglés? Bien, alors tout d'abord, je n'ai pas entendu quelque chose dans votre question, mais donc je me permets de l'ajouter. Nous exprimons le souhait ardent que ces deux sociétés aillent mieux. Enfin, ça me paraît être le premier élément à évoquer. Il existe malheureusement dans ce pays en permanence des sociétés qui rencontrent de manière évidemment, j'espère provisoire, mais des difficultés. Et la procédure de redressement vise justement à faire qu'elles aillent mieux. Donc le premier espoir et souhait que nous devrions exprimer et que j'aurais aimé entendre, c'était évidemment, nous souhaitons que ces sociétés aillent mieux. Bon, en tout cas, c'est le souhait que j'exprime. D'autre part,
La procédure est encadrée. Ce n'était pas à moi à l'inventer. Ces sociétés sont dans une phase d'observation telle que prévue par les textes. À l'issue de cette phase d'observation, elles feront, comme c'est prévu par les textes, l'objet d'un plan de redressement qui, lui, doit nous être adressé, comme c'est prévu dans les textes. Et donc, évidemment, je veillerai à faire que les textes qui régissent ce type de situation soient respectés, en souhaitant, je le redis, que ces sociétés aillent mieux, ce que j'espère ardemment pour eux et comme pour les salariés, évidemment. Voilà, je vous remercie. Le conseil municipal est clos.